Alors bonjour à tous, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence à la Madeleine de Marseille organisée par l'association Unisson. Donc, tout d'abord, je souhaiterais qu'on applaudisse et qu'on remercie la Madeleine de Marseille pour son accueil. Partenaire historique de l'association Unisson. Donc je veux remercier Madame la secrétaire Dominique Guénin, que vous pouvez applaudir, qui est à l'origine de cet événement. Madame Masson, la trésorière, qui est derrière la caméra. On a une pensée aussi pour Christelle Avon, qui est notre secrétaire adjointe libraire à Saint-Chamas et qui est retenue pour les délégations professionnelles ce matin, qu'on salue. Je remercie aussi les nombreux auteurs qui sont dans le public. Je vois qu'il y a Emmanuel, j'en ai aperçu 2-3 aussi là-bas au fond. Donc merci à vous d'être là. Et vous pouvez aussi applaudir les auteurs qui sont nos invités aujourd'hui. Donc on a Michel Bus Caporali, voilà, pour son livre Androgyne. Notre ami Frédéric Manca pour Médiation onirique. Vous pouvez l'applaudir également. Notre cher ami Serge Bertrand aussi pour sa duologie Destination Rock et Dans le feu du tempo. Et enfin Sandrine Chabre pour Il aima le Japon et le fit aimer de Léon Dieu. C'est ça. Merci à vous. Donc le thème de cette conférence aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est quand le métier influe sur l'écriture. Donc ce que je vous propose, c'est que les auteurs se présentent et ensuite, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On est avant tout là pour un échange. Et on continuera cet échange ensuite lors d'un repas qui sera organisé tout de suite derrière. Voilà. Je vais laisser la parole à nos chers amis auteurs. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes. Bonjour. 2 métiers ont influencé l'écriture de mes livres. La musique, que je pratique depuis ma plus tendre enfance, et l'enseignement. Donc, la plupart de mes livres, les derniers parus, il y a de la musique, soit à travers les personnages qui la pratiquent en tant que musicien, chanteur, chef, soit à travers les circonstances dans lesquelles on les retrouve. Et c'est le cas pour ce livre Androgyne. Il y a un deuxième cadre qui n'est pas immatériel, c'est celui de Marseille. Est-ce que vous pouvez tourner la couverture? La première page. Voilà, ce livre a été illustré par une ancienne élève de l'école de BD de Marseille. Et en fond, on voit la côte phocéenne et un personnage qui ressemble à un héros de manga. Une illustration est d'ailleurs offerte avec chaque exemplaire du livre. Mais j'insiste sur le cadre parce que le héros est un adolescent. J'ai enseigné pendant plus de 15 ans à des adolescents. Et c'est lui qui va se déplacer dans tous les lieux musicaux de Marseille. Dans d'autres livres, ce sont les aventures des personnages, c'est l'âme qui chante, les orgues de la République, qui est un roman historique, etc. Là, c'est Marseille qui est au cœur de l'aventure avec ce personnage. Volontairement indéfini, comme les adolescents, parce que tout espoir leur est permis, parce que la vie s'ouvre à eux avec tous les choix possibles. Ils y entrent neufs, sans a priori, ne sachant pas ce qu'ils vont devenir. C'est ainsi qu'on entre dans la musique, le cœur à nu. Et on y apprend, alors là nous voilà dans l'éducation, à écouter, à entendre, c'est-à-dire à développer l'attention, la concentration, et au travers de ce que l'on entend, on va s'apercevoir que certaines parties résonnent en soi, comme dans un miroir, pour nous apprendre à mieux nous connaître. Dans la musique, on fait appel à des potentialités auxquelles on ne fait pas forcément appel tous les jours. Et donc peut-être qu'on va grandir en les développant,
en choisissant celles qui vont s'accorder le mieux avec les envies et les besoins que l'on a. La musique, en particulier le chant, ça se communique à travers des vibrations. Les ondes sonores agissent dans l'air et on la reçoit, cette musique, pas seulement avec les oreilles, mais avec tout le corps. Et quand on chante, c'est avec tout le corps, des pieds à la tête. Savez-vous combien il y a de muscles qui sont sollicités par un chanteur qui a appris à donner pas le maximum, mais l'optimum de sa voix? Un chiffre pour voir. 200 muscles du corps. C'était déjà pas mal ça, parce que ça faisait référence à autre chose, pas simplement la gorge. Donc on va ressentir un mieux-être et un plus de vie. Et quand les vibrations sonores vont se heurter au paysage ou au cadre, elles vous reviennent en vous donnant une image de la réalité dans laquelle vous atterrissez en lui trouvant une nouvelle profondeur. On va trouver d'autres dimensions que dans celles du quotidien. Donc, on va apprendre des choses sur le cadre, puisque nous allons nous promener avec celui d'un lieu musical de Marseille à un autre. Alors, on commence à Notre-Dame-du-Mont, et puis on va au Grand Théâtre, qui au XIXe siècle n'était pas encore l'opéra, et puis on va au Dock des Suds au XXIe siècle où il y a la fiesta, et puis on finira d'ailleurs de l'Estac à la crèche des Réformés pour faire référence à tout ce qui est traditionnel. Et dans chacun de ces lieux, non seulement le climat, c'est-à-dire l'ambiance, le cadre, tout ce qui est climat social va apporter quelque chose de Marseille à celui qui s'y promène, notre androgyne qui n'a pas encore choisi qui il est, qui ne le sait pas encore. Mais en plus, on va apprendre quelque chose, être transporté dans l'histoire. Pourquoi? Parce que symboliquement, la musique est capable de vous transporter. Et ça, je pense que personne ne dira le contraire. Donc on va se promener d'un siècle à l'autre. Et les événements musicaux auxquels je fais référence sont peuplés des personnages qui étaient présents lors de leur première réalisation. Par exemple, à Notre-Dame-du-Mont, notre personnage rencontre, allez, je le dis, Chopin, qui a joué de l'orgue à Notre-Dame-du-Mont en 1843. Au Dock des Suds, par exemple, entre autres, il rencontre Pauline Viardon à la création de Faust. Et là, le personnage trouve un rôle à sa mesure, puisque le rôle de Siebel, qui est un rôle de jeune garçon, était à l'époque confié à une femme. Maintenant, Dieu merci, on sait faire travailler les contre-ténors qui ont une voix magnifique. Comme Philippe Jarouski, voilà, à qui je fais allusion. Et puis au Dock des Suds, et puis ailleurs. Et à l'Estac, il y a une brève inclusion du côté visuel aux ateliers, aux grands ateliers du Midi, avec tous les impressionnistes, les cubistes, et notre personnage, pour revenir dans la tradition marseillaise, se retrouve dans le rôle d'un santon de la crèche lors du réveil de l'orgue des Réformés qui était resté 65 ans muet et que Jean Guillou, le titulaire à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans, de Notre-Dame de Paris, est venu réveiller, d'abord dans le noir, et puis lumière après lumière, clavier après clavier, jeu après jeu, remettre dans le monde. Voilà l'ambition de ce livre, de nous faire redécouvrir Marseille et les personnages qui l'ont habité, Yves Montand, Maurice Béjart à l'opéra, Fernandel bien entendu, Marcel Pagnol et bien d'autres, et qui font l'âme de Marseille à travers, qui nous parlent à travers la musique. Merci beaucoup, Michel.
Donc, pour que tout le monde puisse échanger, je vous rappelle juste la première question et on échangera ensuite sur vos romans. Alors, moi, la première question que je voulais, c'est que vous nous dites qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écriture. Et dans un second temps, on parlera vraiment de vos romans, puisque je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées aujourd'hui. Ça part d'une idée simple, c'est que les sentiments positifs, les émotions positives chez une personne élèvent son énergie et donc son niveau de conscience. Donc, dans l'histoire que j'ai imaginée, la médiation numérique se présente comme un ensemble informatique. Et c'est l'informatique, donc ça se présente comme un ensemble informatique composé d'une intelligence artificielle et dont le but va être d'interagir directement avec le cerveau. Pourquoi cela? C'est pour agir sur les énergies du sujet et en exploitant le contenu émotionnel pur. Parce que vous l'avez compris, le thème principal de ce livre, c'est le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est la capacité à rêver de manière consciente. Donc c'est un outil très puissant parce que lorsque l'on rêve consciemment, on est en interaction avec son inconscient, donc on interagit de manière consciente avec son inconscient, et à partir de là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, aussi bien dans la voie de la guérison émotionnelle et physique que dans la porte de connaissance. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? La première raison, c'est que j'avais très envie de le faire. Je sentais que je pouvais le faire surtout. Et c'est aussi l'élément déclencheur. Ça a été un message que j'ai reçu en rêve lucide. Donc c'était un rêve lucide très très fort, très puissant, qui a eu un impact émotionnel très fort sur moi. Dans ce rêve lucide, là vous allez me prendre pour un illuminé, mais tant pis. J'ai entendu une voix qui me disait « participe au changement positif de la Terre ». Et donc pour moi, ça a été ma manière de participer au changement positif de la Terre. C'est une invite à participer au changement positif de la Terre. Voilà. Merci beaucoup. Encore toutes nos excuses pour ces petits problèmes de son qui sont dus à certaines interférences avec le matériel. Toutes nos excuses. Donc je rappelle à nos amis auteurs pour le micro de bien positionner sous le menton. Voilà, comme nous dit Maître, comme ça, parce qu'effectivement devant on peut vous entendre, mais au fond on vous entend pas. Mais je sais que Serge, il sait parler dans le micro. Allez, Sandrine. Merci. Bonjour, alors moi je suis historienne, donc un peu différent de mes camarades, et donc je suis venue vous présenter cet ouvrage sur Léon Dury, mais écoutez pas le sujet, je vais répondre à la question qui est en quoi mon métier est venu influencer mon écriture. En réalité, donc je suis historienne et historienne de l'art, et j'ai une passion immodérée pour les personnages oubliés de l'histoire. C'est-à-dire tous ces gens qui ont fait des choses fantastiques et dont on ne se rappelle pas le nom. Voilà. Donc moi, j'avais pas envie d'écrire un énième livre sur Napoléon ou sur Louis XIV. J'ai rien contre les gens qui écrivent sur Napoléon et Louis XIV, qu'on soit bien d'accord. Une fois, j'ai failli me faire taper dessus dans un salon du livre où il n'y avait que des napoléonistes. Donc je continue néanmoins à risquer ma vie en faisant cette blague. Donc pas de Napoléon et pas de Louis XIV, mais de sombres inconnus. Alors forcément, c'est compliqué, puisque comme vous ne les connaissez pas, a priori, leur vie ne va pas vous intéresser. Hein. Et c'est là que j'arrive sur mon fidèle destrier pour essayer de vous convaincre. En réalité, j'ai réalisé il y a très longtemps déjà, au début de ma carrière, que être historien, en fin de compte, c'est juste raconter des histoires. C'est juste que c'est raconter des histoires vraies. Donc, raconter des histoires vraies, c'est pas forcément rébarbatif. Peut-être que vous aimiez pas l'histoire à l'école, mais c'est pas grave, moi non plus. Et pourtant, j'en ai fait mon métier. Et à travers des personnages qui ont des vies aventureuses et des destins assez incroyables, ben en réalité, c'est un peu comme écrire un roman. C'est juste que moi, j'ai aucune imagination, donc je ne sais pas inventer un personnage. J'en suis incapable.
Donc, eh bien, par souci de facilité, je trouve des personnages qui ont existé réellement et je me contente de raconter leur vie. Évidemment, le but premier, c'est de rendre accessible à tout le monde l'histoire. C'est-à-dire, je n'écris pas des livres pour des historiens ou pour des spécialistes, j'écris des livres qui s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire, ça va être des livres qui vont mêler de l'aventure, des contextes. L'idée, c'est de vous faire voyager dans le temps et de vous faire voyager dans l'espace. Et voilà, c'est vraiment mon but d'historienne. Quand je fais des conférences, c'est pareil. Quand je donne des cours, c'est la même chose. J'essaye vraiment de vous faire voyager, en fait. C'est vraiment ça. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Serge Bertrand, un auteur marseillais, et je propose mes 2 livres autobiographiques dont l'histoire se passe à Marseille sur 3 générations. Alors, la motivation pour écrire ces livres, ça a été mes 2 passions principales, qui sont la musique, puisque j'ai été musicien d'Europe pendant plus de 30 ans, et ma passion pour les voyages, puisque j'ai visité plusieurs pays, j'ai fait un petit tour du monde, je connais pas mal de pays, et ces 2 motivations m'ont permis de témoigner à travers ces 2 livres, qui sont un récit de vie, c'est mon histoire que je raconte sur 40 ans de parcours de vie, avec ses joies, ses peines, ses succès, ses échecs, ses peines de cœur, etc. Et je voulais aussi faire un témoignage et un message d'amour et d'espoir. Dans une période que nous vivons d'incertitude et de morosité, je voulais donner ce message d'amour et d'espoir. Et je rends dans le premier livre Destination Rock un hommage à mon grand-père qui s'est battu pour libérer la France, qui a connu les tranchées de 14-18. Et ensuite, mon père habitait pendant la Deuxième Guerre mondiale le quartier du Panier, le quartier mythique du Panier. Et ça, je vais juste un petit peu en parler parce que ça a marqué quand même la famille de mon père. En 1943, le Panier était considéré comme un lieu de résistance et de trafic d'armes. Et un beau matin, la Gestapo, aidée par la police française, a encerclé le quartier. Et toute la famille de mon père a été ainsi que tous les Marseillais du Panier, ont été dans des wagons à bestiaux en gare de triage à Fréjus. De là, 3000 Marseillais sont partis directement dans les camps de la mort. Et la famille de mon père a été épargnée parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Mais lorsqu'ils sont retournés, on les a largués à Fréjus, ils sont revenus comme ils ont pu. Et lorsqu'ils sont revenus au quartier du Panier, il n'y avait plus rien. Tout avait été dynamité, ainsi que le célèbre pont transborder. Un acte totalement gratuit de la part des Allemands. Et plus de maison, plus rien. Et je suis né quelques années plus tard dans les contreforts de Notre-Dame-la-Gare, le quartier d'Andoum. Et de là, j'explique dans mon premier livre les conditions de vie qui sont très dures, le cuisiner à charbon, pas d'eau chaude, pas de commodité, et une éducation très rigide à ce moment-là. C'était la trique à la maison, chez le curé, à l'école. Il fallait bien rester dans le rang, dès qu'on en sortait, on était puni. Et après, éducation enfant, où rien n'était fait pour qu'on puisse s'épanouir, un manque total de liberté. Mais après, je fais un hommage à la période des années 70, qui ont apporté quand même une richesse culturelle et musicale phénoménale, qui nous a permis, en tant qu'adolescents, de pouvoir enfin s'épanouir. Et j'appelle ça l'âge d'or, qui a duré à peu près une trentaine d'années. Et à partir de là, donc, je suis devenu musicien. J'explique comment, de mon banc de lycéens, en écoutant et en étant fasciné par les mélodies des Beatles et des Stones, après énormément de galères, je suis arrivé à signer un contrat avec Pierre Barou, le compositeur entre autres de Homme et une femme. Et de là, de notre
cave de Montolivet, cave de répétition. On s'est retrouvé dans le plus grand studio de France, studio d'Abou, et on a réalisé notre œuvre d'enfant, enregistré un disque dans des conditions super professionnelles. Et à partir de là, Pierre Barrault nous a demandé de participer à une musique de film. On a accepté, et ça nous a permis de gravir le célèbre tapis rouge de Cannes en 1982 avec le film Invitation au voyage. Donc ça, c'est la partie musicale. Et après, bon, je parle aussi des conflits de génération, puisque dans les années 50-60, c'était très strict. Et après, il y a eu un vent de liberté qui a apporté beaucoup d'enrichissement au niveau musical et culturel. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur le parcours de mes deux livres. Évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont traités, mais je vais laisser la parole à Florian. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette présentation. Est-ce que tout d'abord, par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce qu'il y a déjà une ou deux questions dans la salle? Dominique. Alors, Serge a dit déjà que c'était par rapport à la situation actuelle, etc., qu'on avait envie de donner du rêve, etc. Mais le fait d'écrire par rapport à ce que vous faites dans la vie, est-ce que c'est pour enseigner quelque chose, laisser une trace? Quelle est la motivation qui fait qu'on écrive sur ce dont on a dans la vie, quoi, sur ce qu'on fait dans la vie? Donc la question, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, oui, je vais vous donner la parole. Oui, je vais vous donner. Donc la question, effectivement, pour reprendre un peu ce que tu dis, c'est en quoi leur métier a influencé leur écriture. Pourquoi est-ce qu'ils écrivent? Ils ont ce besoin d'écrire. Voilà, pourquoi avez-vous le besoin d'écrire? On écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est vital, c'est une manière de vivre. C'est une résonance de chaque événement de la vie, en soi, autour de soi et retour. Après, il y a d'autres circonstances. On a envie d'apporter des notions historiques, musicales, personnelles ou informatiques aux gens. Mais avant tout, c'est incontournable. Si c'est pas ça, on n'est pas un écrivain. Et les circonstances personnelles de la vie, personnellement, c'est une catharsis. C'est-à-dire une manière de coaguler, de cristalliser autrement des événements qui ont été plus grands que soi, soit en bonheur, soit en difficulté. Et quand on trouve les mots, on met à ces événements un cadre et on les empêche de déborder de manière à nous empêcher de vivre. Et puis, comme la musique, c'est donc un plus de vie et un lien avec les lecteurs, parce qu'un livre n'existe que s'il est lu. Pour ma part, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à écrire. Bon, d'abord mon métier, par définition, quand on est historien, le but, les historiens écrivent. Là, jusque-là, c'est pas un truc hyper original pour les gens qui pratiquent mon métier. Moi, en l'occurrence, c'est une envie de partage, évidemment. Et puis, comme j'écris sur des inconnus, c'est vraiment l'envie de les remettre en lumière. C'est de laisser une trace, mais pas une trace de moi. C'est pas pour que mon nom reste écrit dans les livres. C'est plutôt pour que les gens sur lesquels j'écris, eux, se retrouvent un jour dans les livres d'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, là, ce dernier livre, c'est sur Léon Dury, que vous ne connaissez pas, si on fait un sondage. Qui a déjà entendu parler de Léon Dury? Personne, voilà. C'est normal, rassurez-vous, vous êtes comme tout le monde. Hein, c'est pas... et en fait, cet homme-là que vous ne connaissez pas, qui est originaire de la région, originaire de Lambesc, eh bien, figurez-vous que c'est un personnage historique de premier ordre au Japon. Et il est considéré comme le père des relations culturelles entre la France et le Japon. Si aujourd'hui, les jeunes sont fascinés par les Pokémon, c'est aussi un peu grâce à lui, même s'ils n'existaient pas à l'époque, hein, on est d'accord, on parle d'il y a 150 ans. Et en fait, voilà, moi ce que je veux, c'est pouvoir que ces gens-là qui ont été oubliés, reviennent sur le devant de la scène. C'est un peu une manière de leur rendre hommage. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas eu de descendance, et c'est pour ça que leur nom a été oublié. Donc c'est laisser une trace, oui, mais pas pour moi, en fait. Enfin, du coup, je laisse une trace aussi indirectement, mais voilà, le but, c'est vraiment de remettre ces gens à l'honneur et
et de se dire que quelque part, il y a une petite injustice dans le fait qu'ils aient été oubliés, et c'est un peu voilà, rétablir un équilibre, et ça sert aussi à démythifier tout un tas de trucs. Là, je parle du Japon, on a tous un imaginaire du Japon. Quand on parle du Japon, quand on pense au Japon, on a tous une idée sur le Japon. Ben, c'est aussi pour remettre les choses dans leur contexte et remettre un peu un cadre à tout ça. Et effectivement, comme ma collègue, parce que c'est un plaisir aussi, c'est une autre manière de partager. Voilà, moi je partage par des conférences, je partage par des cours, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais partager par l'écriture, c'est encore autre chose, parce que les lecteurs, je ne les ai pas en face de moi. C'est-à-dire que le livre, une fois qu'il est imprimé, une fois qu'il est diffusé, si vous voulez, il ne nous appartient plus. Je pense qu'on est tous un peu pareil. C'est au moment où il est achevé, on a cette fierté d'avoir créé quelque chose, et puis après, il ne nous appartient plus, et il fait sa vie, et c'est voilà, c'est un bonheur aussi d'avoir cette... voilà, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment il va être reçu, on ne sait pas comment il va être perçu, on ne sait pas ce que ça va évoquer chez les gens aussi, ce que ça va provoquer chez eux, en termes d'émotion, en termes de réflexion. Moi, je choisis des sujets sur des personnages qui sont inspirants, c'est-à-dire que je me dis que voilà, quand on découvre l'histoire de Léon Dury, comme on peut découvrir l'histoire d'autres personnages, ben, ça peut faire écho à quelque chose qu'on vit, même si c'est 200 ans plus tard, et ça peut changer aussi notre perception à la fois du passé, et du coup, en changeant notre perception du passé, on peut changer aussi notre perception du présent, et du coup, de l'avenir. Pour ma part, avec ces 2 livres autobiographiques, je réalise un rêve de 30 ans. Alors, comme je vous ai dit précédemment, mes 2 passions ont été la musique et les voyages. Alors, lorsque, par exemple, je jouais au Castellet, dans le cadre du Bol d'Or, devant des milliers de spectateurs, on est sur scène, on voit des têtes à perte de vue, et lorsque le morceau finit, il y a un retour qui est vraiment... c'est inimaginable ce que le public peut renvoyer, et ces moments-là sont exceptionnels. Et évidemment, je voulais témoigner de ces moments de grâce, en parler. Et en même temps, ma deuxième passion, c'est le voyage. Et quand on se retrouve, par exemple, devant le Taj Mahal ou devant les châteaux d'Iguassou, on est pris aux tripes. Et ces moments-là sont exceptionnels. Je voulais aussi en témoigner parce que c'est des moments de bonheur. Mais dans le premier livre, Destination Rock, ça m'a servi aussi de thérapie parce que je voulais parler d'une enfance qui avait été très difficile. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone. La seule distraction, c'est le cinéma de quartier. Et maintenant, c'est un témoignage que j'ai voulu faire à travers ces 2 livres. Et en même temps, j'ai été fonctionnaire comptable dans le service de vaccination de la ville de Marseille. Et les gens venaient se faire vacciner pour la fièvre jaune, pour faire un safari au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Et tout ça, il y avait des échanges, et j'ai voulu parler de tous ces moments qui me semblaient importants. Je vous remercie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est que j'en avais donc en première raison. Comme je disais, j'étais encouragé par des signes, un message possible. Et pendant l'écriture de ce roman, donc, j'ai mis une synchronicité qui m'encourageait au bout de cette écriture. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce roman a été comme validé, clôturé par une formidable synchronicité qui est en lien direct avec le dénouement de cette histoire. Donc, une synchronicité, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation spontanée d'un événement extérieur avec un état mental.
exemple, lorsque nous étions des années avec Evelyne en grand voyage, nous nous étions arrêtés sur une station d'autoroute et nous avions pris un café. Et là, donc, je lui parlais de mon roman et je lui disais, j'ai des doutes sur ma capacité à terminer ce roman. Et il me disait, mais tu n'as pas de doute, écrire page après page, avec ta passion, avec ton cœur, tu y arriveras. Et juste à ce moment-là, je relève ma tête et je dis, en face de moi, succès du livre. Voilà. Donc ça, c'est un livre, c'est un signe qu'on peut appeler une synchronicité. Et ce sont ces synchronicités qui m'ont accompagné tout au long de la rédaction de ce livre. Ce que je voulais également, c'était exercer mon imaginaire. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas d'écrire un roman initiatique, parce que tout le rêve lucide, c'est vrai que ça aurait été plus facile d'écrire un roman initiatique ou une thèse. Mais ce que je voulais, c'était écrire un roman, parce que je pense que le roman, c'est une manière efficace de faire passer des émotions. Et à ma connaissance, c'est le seul roman qui traite du rêve lucide, actuellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ça? Oui. Vous m'entendez? Oui. Moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport justement à vos métiers, puisque vous êtes vraiment chacun, vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice et que on comprend très bien vos motivations, le thème que vous abordez chacun avec passion. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était dans votre écriture, c'est comment votre métier peut-être influence, est-ce qu'elle a influencé votre écriture? Alors peut-être dans le cas, est-ce que dans une historienne, je ne sais pas, hein, mais peut-être qu'en ayant lu beaucoup justement de vie d'auteurs, de grands hommes, tout ça, est-ce que vous avez envie de changer un petit peu cette écriture-là, d'être un peu plus original, d'être un peu plus justement proche de cette personne pour la rendre? Est-ce que dans le cas de justement de Serge, mais je ne sais plus même M. Bertrand. Est-ce que dans votre cas à vous, en tant que musicien, justement, quand on lit par exemple dans Le Feu du Tempo, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un passage où justement la musique rock prendrait le dessus sur l'écriture elle-même, sur le rythme, est-ce que ça vous a, comment dit-on, possédé au niveau de l'écriture? Alors après, pour monsieur, j'ai pas tout en fait tout compris, ce que j'ai eu du mal à entendre, mais je crois que c'était au niveau de l'informatique, au niveau des IA, tout ça. Et est-ce que dans l'écriture, justement aussi, on retrouve une part d'être personnel, je sais pas trop, justement, intime, qui lie votre métier à votre personne et au thème? Et dans le cas de l'enseignement aussi, pareil, c'est vrai que l'adolescence, est-ce qu'il y a des passages justement où l'adolescent lui-même peut se reconnaître à travers certaines écritures? Et ce qui m'aurait plu, enfin après je ne sais pas si c'est possible, c'est est-ce que dans chacun de vos romans, est-il possible je ne sais pas pour vous, de choisir peut-être un extrait qui illustrerait justement à la fois un passage préféré peut-être qui joindrait votre écriture et justement votre métier? Voilà. Merci Christophe, c'est une très très bonne question. Et je vais laisser la parole à Sandra. Merci. Alors oui, c'est une très bonne question, parce que du coup, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Pour mon cas, en l'occurrence, j'ai lu effectivement énormément de biographies historiques, forcément, de livres d'histoire, mais je suis aussi une très grande lectrice de romans. Et ce que j'ai voulu faire en l'occurrence, c'est surtout pas faire une biographie historique classique. Parce que je dois vous avouer que quand je lis une biographie historique, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'il y a des descriptions de batailles sur 40 pages et que moi je m'en fiche de connaître le poids du boulet de canon qui a été balancé sur l'armée d'en face, par exemple. Et j'ai écrit des livres comme ça, très soporifiques. Si vous avez des problèmes de sommeil, je peux vous en conseiller un ou deux que j'ai écrits par le passé. En l'occurrence, là j'ai voulu m'essayer à autre chose, c'est-à-dire de l'écrire comme si c'était un roman,
Alors, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas... Voilà. Mais de l'écrire comme un récit biographique, en fin de compte. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas 50 notes de bas de page à chaque chapitre. Il y a un dossier documentaire à la fin, parce que je suis quand même historienne et qu'on ne peut pas se renier. Donc, vous avez à la fin du livre, il y a à peu près une trentaine de pages avec chronologie, les sources, les archives, etc., etc. Mais dans le corps du texte, j'ai pas voulu que ça interfère, en fait. Le but, c'est vraiment que de la première page jusqu'à la dernière, vous partiez en voyage avec cet homme-là. Alors, évidemment, la première partie se passe à Marseille, entre Lambesc, Marseille, Toulon, donc le voyage n'est pas lointain. Mais ensuite, il part au Japon, par exemple. Quand je parle du voyage au Japon, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne part pas au Japon il y a 150 ans comme on voyage au Japon aujourd'hui. Le but, c'est vraiment, voilà, que vous preniez le bateau avec lui, que vous viviez toutes les aventures qu'il va vivre, et sans que ça vous saoule, quoi. Voilà. Moi, j'ai des lecteurs qui m'ont dit, votre roman est super. Sauf que c'est pas un roman, en réalité, parce que tous les éléments qui sont à l'intérieur, toutes les descriptions, tout ça sont sourcés, en fait. Moi, je suis allée dans les archives, il m'a fallu un peu plus de 5 ans de recherche pour aboutir à cette histoire-là. Donc, c'est 5 ans de recherche, ensuite, à peu près 1 an et demi d'écriture, correction, voilà, tout la fabrication, on va dire, du texte. Et effectivement, quand vous disiez, là où mon écriture a forcément changé, c'est que ce personnage-là, pendant 5 ans, je l'ai pisté partout. Parce qu'évidemment, encore une fois, quand on travaille sur un inconnu, c'est beaucoup plus difficile de trouver des informations. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des faits, au départ, j'avais des dates, des lieux, des noms de bateaux, etc. Mais rapidement, je me suis dit, si je veux pouvoir transmettre ça correctement, il faut que j'apprenne à connaître ce personnage. Justement, comme si je l'avais créé, sauf que là, c'est pas le cas, donc j'ai cherché des correspondances à travers des courriers qu'il a envoyés ou qu'il a reçus, ou que des gens qui l'ont connu ont écrit en parlant de lui. Petit à petit, je me suis familiarisée avec son caractère, avec sa manière de vivre, avec sa famille, sa femme, ses parents, ses frères et sœurs. Et je suis allée, enfin c'est même devenu obsessionnel. Vous voyez, par exemple, je peux vous dire que le jour de sa mort, il faisait 12 degrés à la pharmacie de la rue Paradis, qu'il y avait une petite bruine. Dans ma tête, c'est un peu comme si, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je l'ai écrit comme si je regardais un film. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, si un jour il doit être adapté, parce qu'on a le droit de rêver quand même, admettons qu'on en fasse une série Netflix ou un film, et ben on pourra mettre de la pluie le jour du décès de Léon Dury. C'est couillon, ça peut paraître totalement dingue, mais moi c'est comme ça que j'ai travaillé, c'est comme ça que j'ai voulu le rendre. Donc effectivement, mon métier a influé pas tant sur ma manière d'écrire, si ce n'est que j'ai voulu faire exactement l'inverse de mes confrères, donc ça peut être une manière d'influencer, mais disons que c'est plutôt dans ma manière de travailler que je me suis trouvée un peu en rupture en fait, et j'ai voulu aller plus loin que les faits historiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Vous êtes allé au Japon? Est-ce que vous êtes allé au Japon? Alors je suis allée au Japon il y a très longtemps, avant de connaître Léon Dury. Donc pour moi presque ça compte pas. Enfin ça compte, c'est chouette hein, le Japon, c'était une passion de jeunesse, mais lorsque j'ai découvert Léon Dury, parce qu'évidemment comme il est inconnu, il a fallu que je tombe sur son histoire, et surtout sur les bribes d'histoire qu'il y avait au départ. Au départ, on m'a appelé pour une conférence en me disant on voudrait une conférence sur le Japon et Lambesc. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur le Japon et Lambesc? Voilà. Et la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit mais il paraît, je vous le dis, ouvrez les guillemets, il paraît qu'il y a un gars de Lambesc qui est parti au Japon, donc t'as qu'à faire ça. Et je lui ai dit mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle m'a dit je n'en sais rien. D'accord. Elle m'a dit mais c'était il y a longtemps, donc ça marche, t'es historienne, ça marche. Bon. Alors partant de là, je me suis dit waouh, gros défi. Je suis tombée sur un article sur internet qui parlait de boîtes de conserve, comme quoi les boîtes de conserve étaient arrivées au Japon grâce à Léon Dury. Je me suis dit bon allez, ça va faire un sujet, je parlais des boîtes de conserve. Au final, oui, il a un rapport avec les boîtes de conserve, mais enfin bon, c'est pas le plus intéressant en fait de son histoire, mais je me suis rendu compte que rien n'avait été fait, et puis la curiosité a amené. Donc tout ça pour vous dire, je suis allée au Japon avant de connaître Léon Dury, et puis après quand j'ai voulu y retourner au bout de quelques années de recherche, et ben est arrivé un truc qui était chouette dans nos vies, c'est le Covid,
les frontières du Japon ont été fermées et les frontières du Japon ont réouvert pour les touristes de tout un chacun après la sortie du livre en début 2023. Et donc moi j'étais en plein dans la promotion du livre et donc je ne suis pas encore retournée, c'est prévu. 2024, c'est pas dit, mais 2025 ce sera sûr, puisqu'il y a une prochaine exposition universelle a lieu à Osaka, au Japon. Et Léon Dury ayant fortement contribué à la première participation du Japon dans une exposition universelle à Paris en 1867, je me dis que ça pourrait boucler la boucle, et donc j'espère bien aller faire mon petit pèlerinage avec Léon et aller me promener sur ses traces au Japon. Alors, pour ma part, je vais répondre à votre question. Que ce soit la musique ou le monde du livre, au départ, c'est une passion. Alors, avec la musique, on utilise des notes de musique, avec les livres, des mots. Et derrière tout ça, effectivement, on est habité. Que ce soit l'inspiration pour créer un morceau de musique ou pour écrire un livre, personnellement, lorsque je suis dans l'inspiration musicale ou au niveau du livre, je suis habité complètement. Toute la journée, je me lève la nuit parce que j'ai une idée. Si je ne me lève pas, je ne suis pas sûr que je me rappelle le lendemain pour écrire une musique ou un livre. Donc, c'est quand même derrière tout ça une passion et une envie de témoigner et de transmettre. Et pour vous donner un exemple, lorsque j'ai décidé d'écrire mon histoire, j'ai écrit, moi j'écris dans le silence, je ne peux pas écrire avec de la musique. Quoi. Et on relit. Et chaque fois que je relisais mon histoire, enfant, adolescent, tout ça, je me suis complètement nu. J'écris avec mon feeling et toute mon âme. Et lorsque je relisais, il y a des moments où j'éclatais de rire de ce que j'avais écrit, et des moments où j'étais en larmes parce que l'émotion était trop forte. Et je me suis dit, si moi-même je ris et je pleure, c'est que je suis arrivé à faire passer l'émotion. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé lorsque mes livres ont été publiés. Et là, je reçois des messages de toutes les régions de France, où c'est surtout des lectrices, peu de lecteurs qui m'appellent, par Messenger, qui disent, bon, on a lu ton livre, ça nous a donné un bol d'oxygène parce que tu arrives à nous faire revivre notre enfance et notre adolescence. Et chaque fois que j'ai pas le moral, je lis un chapitre de ton livre et ça me booste. Et pour moi, c'est ce côté-là qui est le plus important, c'est d'arriver à faire passer l'émotion et à toucher le lecteur. Et lorsque, en dédicace, je reçois des gens qui ont lu mon livre et qui sont rentrés dans l'esprit, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Je peux développer davantage si vous voulez, et je voulais laisser la parole à mes camarades. Merci. Mon métier, donc, c'est l'informatique. Je suis administrateur système sur des mainframes, des gros systèmes. Et c'est vrai que donc, mes connaissances en informatique, mon expérience en informatique m'a servi pour écrire sur roman. Même si l'informatique, ce n'est pas le thème principal du roman, c'est un outil. Donc, mes connaissances ont été là en assistance pour bâtir cette histoire. Et c'est jamais facile de parler de techniques, d'écrire sur des techniques informatiques. Il faut prendre soin de ne pas lasser le lecteur, de ne pas le noyer sur des termes techniques. Donc la difficulté, ça a été d'écrire de manière agréable pour les lecteurs. Et je m'en suis tenu à une écriture simple, même en parlant de technique. Mon souci principal, c'était de faire de la composition française avant tout. Donc j'ai essayé de faire ça de manière la plus simple possible, la plus agréable possible pour le lecteur. Voilà. Ça m'a permis donc de donner du rythme et de l'action à mon histoire. Je pense avoir réussi à concilier le tout, c'est-à-dire mon imagination,
mes connaissances, mon expérience lucide et mes connaissances, mon expérience en matière informatique. Le rapport entre ma formation et mon métier et mon écriture est complètement direct. J'écris à l'euphonie, à l'apostrophe UPH, et au rythme des phrases. La preuve en est que j'ai commencé par de la poésie. Bien sûr, il y a les connaissances, il y a les termes techniques, on vous l'a dit. Il y a le fait que, comme il y a des personnages, parce que c'est la forme du roman la plupart du temps, je me projette dans ces personnages, et ce n'est pas difficile lorsqu'ils sont musiciens, pianistes, chanteurs, chefs de chœur, c'était mes métiers, mais j'ai également travaillé en orchestre avec d'autres musiciens, et je peux connaître la technique, en tant que chef d'ailleurs, d'un violoniste, d'un oboïste, dont a joué un de mes enfants, le hautbois. Mais l'important, c'est le style. De mémoire, dans un petit livre que j'ai appelé La part du feu, qui est le témoignage du pouvoir de résilience du chant. C'est-à-dire que le personnage, j'écris toujours je, mais je ne suis pas tous les narrateurs de mes livres, bien entendu. Eh bien, le personnage raconte comment un événement douloureux, la perte d'un être très 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 proche, a déséquilibré sa vie, incapable de regarder les événements, incapable de les intégrer, ne serait-ce que dans sa pensée et encore plus dans sa mémoire, incapable d'y faire face, en chantant, puisque c'est le choix que j'ai fait pour la renaissance de ce personnage, en chantant et en se projetant dans la vie d'un autre personnage, la narratrice retrouve le droit, se redonne le droit, s'accorde le droit de rééprouver des émotions au nom d'un autre personnage. N'empêche que son cœur se remet à fonctionner. Et de mémoire, si vous permettez, juste la dernière phrase, vous allez entendre le rythme. Fallait-il que je crie mon désespoir en un chant modulé sur la douleur extrême pour que renaisse au jour la force de ma vie? La force de ta vie. Parce que pour moi, le style, c'est une musique. Merci beaucoup. On m'a fait signe effectivement que là, il va être temps effectivement d'aller manger. Donc encore une fois, merci. Juste une dernière chose, est-ce qu'il y a une dernière question? Petite question. Voilà. Manuel. Alors, on dit souvent que l'écriture nous apporte à nous-mêmes des réponses. Du coup, j'aimerais retourner la question. Est-ce que votre écriture a influencé votre métier si vous l'exercez toujours, ou a modifié la vision que vous aviez de votre métier si vous ne l'exercez plus? Qui veut répondre? Toujours volontaire pour parler, vous avez remarqué. Oui, moi ça a influencé, alors non pas la vision que j'avais de mon métier, mais ma manière de l'exercer. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée donc avec ce livre que j'ai écrit avec la volonté qui s'adresse à tout le monde, et puis mon mari qui est d'une audace sans nom, c'est un peu mon Léon au quotidien. Lui, la première chose à laquelle il a pensé quand on a commencé à parler de diffusion et de promouvoir ce livre, il m'a dit: on va aller à la Japan Expo. Voilà. Donc moi, je me suis dit, alors attends, moi je suis historienne, qu'est-ce que je vais aller fiche à la Japan Expo? Alors on n'a pas commencé par la Japan Expo, hein, on a commencé par un autre événement qui était du même genre, mais à Saint-Brieuc, hein, histoire de faire simple, donc voilà. Et le livre était sorti depuis 8 jours, je me suis retrouvée donc avec mon petit stand, ma petite table avec mes livres, à me dire, ok, je vais parler aux grands-parents qui amènent leurs petits-enfants. Et au final, je me suis retrouvée à parler de Léon avec des jeunes habillés en Pikachu, en My Hero Academia et X-Hunter et tous les mangas tous les animés que vous pouvez imaginer. Et je me suis dit, ok, là, il se passe quelque chose en fait. C'est-à-dire, je peux changer ma manière aussi, moi, de parler de mon métier pour que la manière dont j'en parle s'adapte à la manière dont j'écris. Et je me suis retrouvée à faire des conférences sur l'enquête que j'ai menée. Au lieu de raconter l'histoire,
j'ai raconté mon métier. Et à travers la manière de raconter mon métier, je raconte aussi l'histoire de Léon Dury et que je raconte. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire une conférence avec une dame dont le métier est d'être la fée Clochette. Voilà, donc quand on fait une table ronde avec des auteurs, c'est une chose. Quand on fait une table ronde avec la fée Clochette, un chanteur de générique de dessin animé et une championne de jeux vidéo, c'est une autre paire de manches. Et en fait, ça m'a ouvert tout un champ de perspectives. Je me suis rendu compte que finalement, moi qui avais l'habitude d'un public plutôt âgé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je me suis retrouvée à faire des conférences devant des jeunes. Mon lectorat, ma plus jeune lectrice a 12 ans et demi, et qui est venue me voir en me disant je veux lire l'histoire de Léon Dury et quand je serai grande, je veux être historienne comme vous. Je dis waouh, moi j'ai tout gagné. Et ça, c'est des choses que j'envisageais pas avant, et c'est vraiment le fait d'avoir choisi ce style-là d'écriture, c'est-à-dire de sortir de l'écriture académique que j'avais l'habitude de pratiquer depuis des années, qui m'a ouvert tout ça. Et aujourd'hui, mes conférences sont plus les mêmes, mes cours sont plus les mêmes, ma manière d'écrire n'est plus la même, et en fait j'aime encore plus mon métier que ce que je l'aimais déjà avant. Là, je vais faire référence au dernier livre qui est paru, fin 2023, parce que le rapport est direct. C'est un livre coécrit avec une de mes collègues, chef de chœur également, et ça s'appelle Les Voix du Cœur, V-O-I-E-S, cœur, C-H. Et nous avons donc échangé pendant le confinement des mails, parce que nous étions privés de répétition, et que notre métier étant social avant tout, un métier de lien, d'empathie, de transmission, nous n'avons pas supporté. Et évidemment, l'opinion de l'une et de l'autre a fait que nous avons été obligés de nous sentir dans une position de réflexion. Alors évidemment, d'abord, quand on écrit un roman et qu'on se projette dans un personnage, il y a introjection, on est obligé de prendre la position du personnage et on le fait parler, c'était la question précédente, chacun avec son style, parce que si tous parlent de la même manière, il n'y a pas de personnalité de l'un par rapport à l'autre. Mais dans un essai comme celui-ci, c'est le deuxième, puisque j'avais écrit également un petit lexique musical, on est obligé aussi de prendre un certain recul et en écrivant, en mettant des mots qui vont définir précisément les positions, les actions, les ressentis. Tout à l'heure, monsieur parlait de concomitance, comment vous avez appelé, de synchronicité, moi je dirais la résonance entre ce qui est intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et il y a un livre d'ailleurs, qui n'est pas de moi, qui vient de sortir de quelqu'un de très calé, qui dit que le bonheur, c'est pas de tout avoir, c'est d'être en résonance avec ce que l'on a. Voilà. Eh bien, dans ce livre-là, Les Voix du Cœur, j'ai pris le recul nécessaire pour me dire, ah oui, j'ai fait comme ça. Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait faire? Quel a été le ressenti de ceux à qui j'ai destiné, ou de ceux qui m'ont renvoyé, ceux qui je leur avais laissé monter en eux la capacité de faire. Je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de terme de commande là-dedans. On laisse monter en les chanteurs, en les musiciens, la capacité de faire, de jouer, monsieur ne me démentira pas, de prendre le rythme, de le donner aux autres, ou de le suivre, de chanter et d'exprimer ce que le chef a suscité en vous montrant quelles étaient toutes vos aptitudes et toutes vos capacités. Donc il y a eu du recul et je crois que je serai peut-être un petit peu plus capable maintenant d'être à l'écoute, parce que faire de la musique, ça n'est pas faire, c'est entendre d'abord. La partie du corps qui fonctionne, c'est les oreilles. Ce que je voudrais dire à mon niveau, c'est que par rapport à la musique, par exemple, c'est donner une impulsion au public, et ce public va nous la rendre. Et au niveau du livre, c'est toujours une histoire de sentiment et de sensibilité.
lorsqu'on fait passer l'émotion et que le lecteur rentre dans l'esprit de ce qu'on a voulu exprimer, c'est fantastique. Après, au niveau professionnel, moi, j'ai été comptable d'un service de vaccination. Donc, j'ai rencontré des gens qui voyagent. Des gens qui voyagent, bon, ils écoutent de la musique, ils lisent des livres. C'est des gens qui m'ont apporté beaucoup de richesse. Et ça ne m'a pas influencé parce que j'avais des choses à dire, j'essaie de les dire à mon humble niveau. Et au niveau professionnel, ça m'a enrichi au niveau des gens que j'ai rencontrés, des partages que j'ai pu avoir. Et au niveau des dédicaces que je fais, des salons auxquels je participe, c'est pareil. C'est les gens qui viennent vers moi et qui partagent avec moi. Et ça, c'est une richesse de chaque instant. Et je pense que c'est la notion qui est la plus importante, que ce soit en musique ou dans le livre, c'est d'arriver à faire passer l'émotion, que cette émotion soit perçue, soit partagée, et c'est tout. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que l'écriture a influencé l'exercice de mon métier? Je dirais que ça a été plus un élément de motivation. Voilà. Lorsque j'exerce mon métier, selon les tâches que je fais, je me dis tout simplement, tiens, ça, je vais faire cette tâche de manière sérieuse parce que je pense que je vais pouvoir la retranscrire dans une histoire. Voilà. C'est un élément de motivation. Merci. Vous pouvez les réapplaudir encore. On rappelle donc Michel Buscaporani pour son livre Androgyne. Merci à vous, Michel. Oui, on peut applaudir. Je sais que les auteurs adorent ça. On a eu également Frédéric Manca donc, pour son livre Médiation onirique. Sandrine Chabre, donc Il aima le Japon et le fit aimer, donc de Léon Dury. Et enfin notre duologie Destination rock et dans le feu du tempo de Serge Bertrand. Voilà, merci Serge. Donc on le rappelle, vous pourrez échanger avec les auteurs tout de suite derrière. Il n'y a pas de souci. Donc merci à vous. Encore une fois, on remercie la Madeleine de Marcel donc, pour son accueil. Et je remercie aussi l'équipe d'Unisson, dont Dominique, qui est donc, à l'organisation de cet événement, qui, je vous le rappelle, désormais se fera donc tous les premiers samedis du mois, une conférence ici même, suivie donc d'un repas. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous inscrire auprès de la Madeleine ou directement auprès du Nisson. Donc, alors, la prochaine, c'est au mois de mars, et c'est, Dominique? Quand le polar se décline. Quand le polar se décline, voilà. Donc, on a déjà des personnes là-bas. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à nous envoyer un mail sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a également la conférence qui est retransmise sur notre page YouTube. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous, et je vous dis donc à très bientôt.